pourriez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Béatrice Romanteau. J'ai 2 casquettes actuellement. Donc, d'un côté, je m'occupe de donner des cours pour un certain nombre de formations à Lyon 3 sur les sujets de veille et d'e-réputation. Mais mon activité principale, c'est d'être analyste indépendante, veilleuse, donc ce qu'on appelle communément actuellement un freelance en veille et en e-réputation. Est-ce que vous pourriez nous apporter un peu plus de précision sur votre parcours scolaire? Alors j'ai un bac+5 de Lyon 3. Donc j'ai fait ce qui n'existe plus à l'époque, ça s'appelait un IUP. Donc c'était une formation semi-professionnalisante, donc c'était la manufacture, option stratégie documentaire. Donc quand je suis sortie de mon bac+5, on avait un stage obligatoire de 6 mois. Et moi je voulais aller sur Grenoble pour des motifs personnels, donc j'ai commencé à chercher des entreprises sur Grenoble. Et il y avait une société qui commercialisait des logiciels de veille. Donc moi je suis diplômée, on est en 2007. La veille c'est un sujet qui est encore très nouveau. On ne nous en parle pas spécialement en cours, mais je me dis allez on y va. Et en fait c'est comme ça souvent qu'on tombe dans la veille. C'est par une expérience, on apprend sur le tas. Donc je suis restée chez Digimind en tant que consultante veille et web pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, j'ai eu envie de revenir sur Lyon et j'ai cherché un poste pour monter une cellule de veille en fait, sur Lyon. Et il y a une agence qui a été intéressée par mon profil, qui faisait déjà de la communication digitale et du marketing digital, et qui s'était toujours dit que la veille, c'était le point de départ de beaucoup de leurs réflexions. Ils voulaient mettre en place une stratégie de data, ce qu'on appelle du data management, c'est-à-dire utiliser la data conversationnelle, les réseaux sociaux, pour piloter des stratégies d'entreprise. Donc je suis arrivée comme ça, en tant que responsable, l'équipe n'existait pas, donc j'ai monté l'équipe, et on était, quand je suis partie, on était 5. Et je suis restée avec eux pendant 4 ans, voilà, de 2014 à 2018. Et donc du coup, pourquoi le freelancing? Alors le point de départ, c'est qu'en fait, j'ai des gens qui sont venus me contacter en me disant « mais t'as jamais réfléchi à faire ça en plus de ton métier ?» Et au départ, non. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça permettrait, puisque vous le savez peut-être ou pas, mais on peut être freelance et employé si on arrive à équilibrer au niveau de son revenu un certain montant par an, c'est pas impossible. Donc j'ai commencé avec les 2 casquettes. D'un côté, je commençais des petites prestations à mon compte, et de l'autre, j'étais toujours employée. Vient le moment où le format d'agence me convient plus, pour des raisons personnelles. Et cette agence et moi, on négocie une rupture conventionnelle pour que je puisse me lancer en tant que free, en ayant un matelas de 2 ans et en continuant à proposer des prestations à des clients externes, mais aussi à continuer à travailler avec eux, avec le métier que je faisais, pendant 6 mois, pour qu'il y ait une transition en douceur. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc je suis freelance depuis 2018 et c'est actuellement mon activité principale. Du coup, pour continuer sur ce sujet, on se rend compte que le freelancing, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus, qu'il y a beaucoup de plateformes qui se développent. Donc vous, comment vous vous situez par rapport à ça et quels conseils vous pourriez donner? Moi, je me rends compte que si j'étais pas passée par le milieu de l'entreprise, ça aurait été très difficile. Alors c'est un conseil du coup qui va pas forcément plaire à tout le monde. Moi, je conseille aux gens qui veulent commencer le freelancing de faire au moins quelques années en entreprise, 1 à 2 ans, pour comprendre à quoi ils sont bons, honnêtement, dans quoi ils sont bons, voir aussi comment on monte des budgets, comment on monte des recos, puis se faire surtout un carnet d'adresses. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec des gens qui me connaissaient, qui ont été mes premiers clients, et qui par extension parlaient de moi à d'autres, et puis parlaient de moi à d'autres, et ont changé de boîte, et c'est comme ça que j'ai fait mon réseau. Je trouve qu'actuellement, être freelance sans jamais être passé par la case entreprise, ça doit être tout à fait possible. Je trouve ça difficile pour le côté relationnel, parce qu'on peut faire du contact sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Mais c'est un contact qui est quand même très impersonnel, et vu, comme vous le dites, le nombre de gens qu'il y a sur le marché, on n'en est peut-être pas à 1 an près, donc ça peut valoir le coup de faire 1 an ou 2 ans en entreprise. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est qu'honnêtement, il faut miser sur les plateformes qui mettent en relation les free. Donc je vais donner un exemple, des gens comme Malte, Finder, la crème de la crème, parce qu'honnêtement, ça crée du trafic, ça crée de la visibilité, et ça finit par amener des clients. Alors il faut être patient, parce qu'il y a un peu de tout sur ces plateformes. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément comment ça marche un freelance, qui vont venir vous voir en disant « tu vas faire ça à tel jour, avec tel coût ». C'est pas tout à fait comme ça que ça marche le monde du freelancing. On est à notre compte, on offre notre travail, mais à l'inverse, si on se met en freelance,
c'est aussi pour avoir une liberté sur comment on le fait, quand on le fait. Et il y a beaucoup de clients qui ont encore du mal à le comprendre sur ces plateformes-là, qui pensent en fait que c'est du salariat externalisé. Ça peut être ça dans certains contrats de freelancing, mais la majorité du temps, c'est quand même bien nous qui proposons quelque chose, qui faisons un budget, qui mettons en place une stratégie sur mesure. Et donc, on a besoin de cette liberté. Donc, moi, voilà, le deuxième conseil, c'est d'utiliser les plateformes qui existent. Le troisième, c'est de ne pas se décourager, parce que la première année, les 2 premières années en général, elles sont un peu dures. Il faut constituer son réseau, il faut avoir des retours d'expérience, il faut avoir des choses à montrer aussi. Donc, les 2 premières années, elles sont un petit peu décisives. C'est pour ça que moi je suis contente d'avoir pu bénéficier de cette rupture conventionnelle, parce que ça donnait la sécurité dont j'avais besoin, mais ça ne sera pas toujours le cas, je le sais bien, c'est une chance. L'autre conseil, c'est aussi de commencer à savoir ce qu'on veut, comment on veut travailler. Donc ça, c'est le conseil que moi j'ai appris plus tardivement, à quel moment de la journée je suis efficace. Donc ça, c'est un truc, les entreprises, elles n'aiment pas tellement qu'on discute de ça, mais c'est pour ça que je parlais de la liberté du freelance. Moi, ce que je fais avec mes clients, on définit un début, on définit une fin. La manière dont je travaille après, ça ne regarde que moi. Et c'est important parce que moi, par exemple, je suis nulle le matin, mais je mets un temps fou à démarrer, c'est pas mon truc. Par contre, le soir, c'est plus facile pour moi. Donc, je l'ai appris, mais c'est un truc qu'il faut se connaître, en fait. Il faut apprendre à savoir où on est bien, là où on n'est pas bien. Il faut aussi se rendre compte que quand on passe 4 heures sur un truc et qu'il n'y a rien qui aboutit, on laisse tomber, ça sera mieux demain. Et puis, s'il faut travailler le week-end, on peut, parce qu'on est à son compte et c'est pour soi qu'on le fait. Même si ce n'est pas un conseil que je donnerais de travailler le week-end, évidemment. Mais c'est ce côté, faut se connaître, il faut être honnête aussi avec soi. Quand on n'y arrive pas, on essaye autrement. Et une question que peut-être sûrement beaucoup de personnes se posent, c'est comment vous réussissez à établir vos tarifs? C'est pas évident. C'est pour ça que je parlais aussi de l'entreprise. Parce que quand on est en entreprise, on a un salaire. Donc on voit si le salaire nous convient. Moi, je suis partie de ça. Le salaire que j'avais en agence me convenait, il était bien. Donc je me suis dit, comment je fais pour avoir un minima à peu près la même chose, dans l'idéal, parce que la réalité, c'est qu'on ne travaille pas forcément à temps plein en free. Il y a beaucoup de temps de prospection, d'administratif qui ne sont pas du temps vendu. Mais on va dire que si je travaille au moins la moitié du temps par mois, quel est le taux horaire dont j'ai besoin pour une fois tout ce qui est prestations, impôts et cotisations sociales payées, j'arrive à un net qui soit à peu près équivalent à ce que j'avais avant. Voilà comment moi j'ai travaillé. Donc moi, ça serait mon conseil de se dire combien je voudrais avoir comme salaire net en étant réaliste, parce que si on se met à 10 000 € la journée, c'est un problème. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de regarder ce qui se fait. En fait, il y a plein de free. Les plateformes Malte et compagnie, elles sont aussi là pour regarder ce que les autres font dans sa région. Il faut essayer d'être compétitif. C'est clair que si on se met au double des autres, soit on arrive à justifier en disant j'ai fait une école de malade, j'ai une expérience pas possible, mais si on a 1 an ou 2 d'expérience et qu'on se met au triple de ce que les gens qui ont 10 ans font, ça pose un souci. Donc je dirais, d'un côté, essayer de déterminer le salaire qu'on va atteindre, et de l'autre, être réaliste par rapport au marché actuel. Donc c'est vrai qu'on entend souvent parler des avantages qui sont liés au métier de freelance, mais à côté de ça, est-ce qu'il n'y a quand même pas des inconvénients qui seraient bons de noter aussi et de faire ressortir? Bah si, c'est évident. Il y a plein d'avantages, on pourra y revenir après, mais il y a plein d'inconvénients. Moi, le plus gros que je vois, c'est la très grande difficulté à planifier ces activités. On est dépendant de ce que nos clients nous donnent, ont comme besoin. Et donc, forcément, il faut qu'ils aient un besoin, ou que peut-être leur client, si vous travaillez avec des agences, ait un besoin. Donc, il y a toute une phase en fait, de travail du besoin qui peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, moi, de temps en temps, j'ai des études. Ça va mettre 6 mois avant de démarrer. Parce qu'il va y avoir plein d'étapes. Il faut convaincre, puis après, il faut faire le budget, puis on va travailler le budget 3 fois. Puis après, ils vont avoir des problèmes budgétaires. Et puis après... Donc, pour moi, la plus grande difficulté, c'est de ne pas vraiment savoir à quoi va ressembler le mois d'après, à moins qu'on ait un portefeuille client tellement important qu'on sait qu'il va y avoir un roulement permanent. Mais la réalité, c'est qu'il y a pas mal aussi de clients qui vont avoir un besoin tous les 6 mois, tous les ans. Donc, c'est pas du récurrent. Notre point, du coup, important, c'est qu'il faut avoir un peu de trésorerie devant soi. Parce qu'il y a des mois où il n'y aura rien. Donc, il faut pouvoir vivre sur ses économies, un petit peu, pour pas boire la tasse. Donc, une des plus grosses difficultés pour moi, c'est pas tellement mon organisation propre, mais c'est le côté boîte noire de l'avenir, en fait, de pas toujours savoir ce qui va se passer, qui va se déclencher,
quel client va me dire demain ok, on part avec toi. C'est ça qui est un peu plus angoissant. Et il y a du coup l'autre difficulté, c'est le côté un peu angoissant justement, de se dire j'assume tout seul. Si je me plante toute seule. Je pourrais mettre personne d'autre responsable. C'est moi et moi toute seule. Donc j'ai toutes les casquettes, c'est super. Je peux m'engueuler, je peux me dire tu fais du mauvais travail, je peux être ma DRH et tout, mais c'est de la pression. Il faut avoir un peu confiance en soi. Faut pas être, je pense que si on est quelqu'un qui doute beaucoup de soi, ça va être difficile parce qu'en fait on est avec soi en permanence, donc c'est compliqué de se remettre en question quand on est tout seul, et c'est aussi ça la difficulté. Il faut aimer la solitude parce que c'est pas des métiers avec un contact permanent, quoi. Voilà. Donc si on est plutôt un profil social, ça va peut-être pas le faire. Et du coup, à contrario, si on se concentre sur les différents avantages, le plus gros, c'est vraiment de monter quelque chose à soi. C'est d'avoir quelque chose qui nous appartient. L'avantage de l'inconvénient, c'est de se dire je l'ai fait tout seul. Je le dois à personne, c'est moi, c'est mon travail. Je me donne les moyens, ça paye ou ça paye pas, mais je fais ce qu'il faut. Et si ça fonctionne pas, on fera autre chose, c'est pas un souci. Donc ça, c'est une grosse source de satisfaction de se dire c'est à moi, c'est mon entreprise. Parce que c'est un truc que je dis aussi souvent, le terme freelance, il a tendance à nous déposséder du fait qu'en fait on est des créateurs d'entreprise avant tout. Et on n'est pas juste des gens qui donnons notre travail. On monte aussi une structure, donc il y a des côtés un peu chiants dans l'administratif, mais ça a aussi un côté satisfaisant de se dire qui sait si demain je ne vais pas devenir plus important, je ne vais pas me mettre à créer quelque chose avec d'autres gens, parce que quand on est freelance, souvent on n'a pas d'employés, on n'a pas de stagiaires, on n'a rien du tout, mais qui sait si ce n'est pas le début en fait d'une aventure un peu plus grande. Donc ce côté, ça m'appartient, c'est à moi. L'autre point, c'est effectivement la liberté de temps. Pouvoir travailler, si on ne le sent pas aujourd'hui à 8h, on commencera à 11h, c'est pas grave, même si c'est important d'avoir une rigueur, mais en tout cas, ou au contraire, si on veut finir très tard, c'est aussi notre choix, et on est les seuls à pouvoir dire comment on veut faire. L'autre point, c'est d'avoir plein de clients très différents, ça c'est vraiment cool, d'avoir des gens des universités, ou des clients agences, ou des petites entreprises qui viennent vers nous parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir une agence, et nous on est moins cher. Donc ça, c'est plein de choses hyper sympas, le côté variété des missions. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. L'URSSAF aussi, c'est un super point positif, non, je plaisante. À l'heure actuelle, du coup, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui veulent se lancer. Est-ce que vous pensez que le marché va être saturé et qu'il va falloir penser à peut-être aller à l'étranger pour exercer son activité ? Je suis pas sûre d'avoir une réponse formelle là-dessus. Ce que je sais, c'est que le freelancing dans d'autres pays est parfois beaucoup plus précaire. Nous, on a aussi des gens qui font bouger le statut. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une fédération des auto-entrepreneurs françaises qui existe, qui essaye de faire bouger les lignes dans la reconnaissance, qui se bat pour qu'on ait le droit au chômage. Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne l'a pas, on ne cotise pas pour le chômage. Mais ils sont en train d'essayer de faire bouger les choses là-dessus. Donc, on a l'avantage d'avoir une fédération qui nous représente. Elle est encore minime dans les instances locales, mais quand même, elle existe. Je ne suis pas sûre que ça soit le cas ailleurs. Et donc je ne connais pas bien le marché à l'étranger, j'avoue. Moi, je parle vraiment du cas français où je vois qu'il y a une volonté de structurer le marché, de structurer un petit peu la manière dont on est perçu, notre représentation aussi. Après, est-ce que le marché est saturé ? Il y a du monde, c'est vrai. Et ça fait poser des questions beaucoup plus larges sur pourquoi on n'a plus envie de travailler en entreprise. Et là, c'est encore un autre débat. Ça me semble important que les entreprises aussi se demandent si tous les freelances sont des gens qui ont des vocations de freelance ou si ce sont des dégoûtés de l'entreprise. Et là, c'est un autre problème. Il faudrait peut-être commencer par traiter ça. Moi, je pense que la bonne question, c'est d'abord se dire pourquoi je le fais et pas le faire parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est à bout, parce qu'on pense que c'est la seule porte de sortie. C'est une façon de faire. Par contre, je suis pas sûre, je ne sais pas si c'est durable dans le temps. Donc, le marché est saturé, oui, peut-être. Ça n'empêche pas quand même de se lancer parce que au final, l'avantage du statut d'entrepreneur, qui est donc le statut du freelance souvent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Par exemple, les déclarations, on déclare ce qu'on a gagné. Là où d'autres statuts, on est obligé de payer des impôts même si on n'a rien gagné. Donc ça a l'avantage, si on a une petite mise de départ, de quand même, on peut faire l'expérience, quoi. On ne prend pas beaucoup de risques. Donc je dirais que si on a vraiment envie de se lancer, parce qu'on a un beau projet dans la tête, parce qu'on sent qu'on en a les capacités, il ne faut pas écouter le marché qui dit « il y a trop de monde, c'est pas possible, il faut se lancer ». Puis on verra bien. C'est comme monter une entreprise. Donc on prend le risque si on sent qu'on a quelque chose sous le pied. Si on n'est pas sûr, à l'inverse, je suis pas bien convaincue, mais voilà, je pense qu'il y a de la place en fait. Voilà, il y aura toujours de la place.
On peut penser que le Covid a fait émerger un petit peu plus d'auto-entrepreneurs qu'habituellement. Est-ce que pour vous c'est une tendance ou ça va perdurer? Moi, j'aurais tendance à dire que la régulation, ça elle se fait naturellement. C'est une approche un peu darwiniste, mais se dire, si on est entré sur le marché pour les mauvaises raisons, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un créneau de malades, je ne sais pas si on durera longtemps. Donc en fait, le ménage, pour moi, se fait naturellement. Si c'est pas pour les bonnes raisons qu'on se met à son compte, à un moment, ça arrivera à sa fin. Donc je pars du principe que ce ménage, il est fait automatiquement. L'autre jour, je me souviens d'avoir eu un étudiant qui me disait, moi, pendant le Covid, j'ai monté ma boîte de dropshipping en tant qu'auto-entrepreneur. Et en fait, au bout de 6 mois, il a arrêté. Parce que c'était pas une vraie vocation, que c'était opportuniste et que du coup, il savait pas du tout où il voulait aller, ni ce qu'il voulait faire. Et donc, rapidement, il s'est dit, j'ai pas de moyens, j'ai pas de revenus, pourquoi est-ce que je continue? Ça me paraît légitime comme question. Et ça me fait partie pour moi des auto-entrepreneurs, des freelances, qui resteront pas longtemps sur le marché parce que c'était pas un truc sur ses compétences, c'était juste opportuniste. Donc je fais bien la distinction entre des gens qui ont des vraies compétences et des gens qui pensent que c'est le nouveau modèle d'entreprise, à tort ou à raison d'ailleurs, et qui l'ont peut-être pas bien réfléchi en fait. Mais du coup, à contrario, est-ce qu'une personne passionnée qui va monétiser cette passion va pas finalement finir par être dégoûtée et ne plus avoir aucune échappatoire à côté de son travail? De toute façon, à partir du moment où on monétise effectivement, on veut être rentable sur quelque chose qu'on aime faire, ouais, c'est toujours le risque. C'est vrai pour tous les métiers de l'influence marketing, c'est vrai pour les passions type comme vous le disiez, création artistique. Si maintenant, si on est doué et qu'on aime faire quelque chose, je ne vois pas pourquoi on ne tenterait pas d'en tirer profit. C'est un peu humain. Surtout si on se forme pour ça. C'est logique qu'on veuille monétiser derrière. Donc, il y a le risque. Après, je me dis aussi qu'on n'est plus du tout comme les modèles de nos parents et de nos grands-parents. On aura certainement 2, 3, 4 métiers dans nos vies. Et c'est OK à un moment d'en changer. Et le statut freelance, ça permet aussi de faire ça. Parce qu'on peut monter une auto-entreprise, la fermer, en rouvrir une autre. Au niveau légal, c'est assez facile quand même. C'est assez souple. Voilà, je vois pas trop de contraintes en fait. Encore une fois, on avance, on apprend en marchant. Et si c'est pas ce qu'on voulait, il y aura toujours des solutions autres en fait. Donc on l'a compris, ça fait plusieurs années maintenant que vous exercez ce métier. Vous avez du coup acquis beaucoup de compétences, mais à côté de ça, est-ce que vous continuez à vous former pour être au courant des dernières tendances, par exemple? C'est là où je pense que moi j'ai une grosse courbe de progression, je le fais pas assez, je me forme sur des outils. Pour mon métier, j'apprends des outils. Mais je pourrais aller plus loin sur la formation. On parlait du CPF ce matin. Moi, je ne l'utilise pas et c'est une erreur. Donc ça fait partie des choses où en fait, de temps en temps, une fois par an, j'essaye de me dire, de dégager du temps pour me demander où je veux aller et ce que j'ai pas encore fait. Et souvent, je me rends compte que la formation, c'est un de mes points faibles. Donc je l'ai pas fait et je sais qu'il faut. Ça me paraît vital dans ce métier de toujours être en alerte justement sur ce qui se passe. Donc moi, c'est un de mes points faibles, je le sais. Mais je conseille aux gens qui veulent faire ça de ne pas se laisser avoir justement. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils jouent pas un rôle un petit peu dégradant et qui minimisent un petit peu aussi le travail des freelances en montrant que c'est facile de se faire de l'argent et qu'il n'y a pas beaucoup de travail derrière alors que c'est pas vraiment du tout ce qui se passe? Si, ça s'appelle le marché du rêve. La réalité, c'est que les gens qui racontent ça, ils ont forcément un message, ils ont forcément une raison de dire ça, que je connais pas forcément. Ça me paraît pas réaliste, surtout quand on démarre. Après, j'identifie bien aussi les freelances de type créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, l'influence, c'est encore un domaine à part. Dans nos domaines, j'ai jamais entendu personne me dire « je travaille 2 heures, je me fais un salaire de 5 000 € par mois ». Les freelances que je connais, moi, dans ma branche, c'est « j'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, je travaille le week-end, je travaille le soir jusqu'à 21h, 22h, je sais parfois plus où mettre le temps, je suis obligée de dire non ». Moi, c'est ça ma réalité. C'est plutôt des gens qui travaillent beaucoup et qui parfois vont se dire « je suis pas rentable, je mets trop de temps, je travaille trop pour ce que je gagne ». Donc, je trouve ça pas réaliste, en fait, tout simplement. Ou alors, c'est un autre métier qui est pas le mien. Est-ce que c'est difficile d'arriver à se remettre en question par rapport à un avis négatif, quelque chose qui a moins plu à un client, par exemple? C'est jamais facile d'être dans son autocritique, de toute façon, quel que soit le sujet.
Après, si on a la chance d'avoir des clients bienveillants, on va pouvoir discuter, ils vont pouvoir dire les choses sans chercher à nous blesser. Parfois, il n'y a pas de transparence, donc ils vont nous dire merci beaucoup, puis après, on ne va plus jamais avoir de nouvelles et on va comprendre de soi-même que c'était peut-être pas exactement ce qu'ils voulaient. Donc, bah oui, on va se poser des questions, on va peut-être s'en vouloir un peu. Le tout, c'est aussi de se souvenir quand les gens vous disent bah, c'était vachement bien et de se focaliser aussi là-dessus. Donc, il faut toujours être dans l'autocritique en disant bon, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi j'ai pris tant de temps, d'essayer de comprendre pourquoi, d'arriver à déterminer ce qu'on peut mieux faire de ce qui n'est pas de notre ressort. Quand on a un client qui change 6 fois d'avis, ça ne peut pas être notre faute. Ce n'est pas nous qui avons mal calibré, c'est qu'on a un client qui a un problème d'éducation. Dans ce cas, bon, faut aussi savoir se dire bon, là, c'était peut-être pas moi et ce que j'ai à apprendre, c'est être plus pédagogue, par exemple. Et d'autres fois où on se dit oui, effectivement, j'ai mal calculé, bah, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Donc ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est comme dans tous les métiers. Si on est un petit peu honnête avec soi, ben, c'est pas douloureux en fait. Ça n'est pas tant que ça. Si vous deviez partager avec nous une super expérience et au contraire une expérience qui s'est très mal passée. J'ai plutôt du bon que du mauvais. Les très mauvaises expériences, c'est pas tellement des mauvaises expériences, c'est que celles qui sont le plus difficiles pour moi, c'est qu'en fait, moi, ma partie, je l'ai fait correctement. Mais j'ai pu la faire avec une agence qui n'a pas forcément donné les infos au départ. Et j'ai senti que le client était extrêmement déstabilisé dans ce qu'on lui apportait. Et que voir ça le déstabilisait à tel point qu'il ne savait même plus s'il voulait continuer sur le projet. Et là, c'est hyper perturbant parce qu'on sait qu'on a rempli son cahier des charges. Mais par contre, la manière dont c'est reçu, on se rend compte qu'on n'était pas là pour expliquer forcément. Donc là, c'est un problème d'intermédiaire. Donc moi, j'ai quelques projets comme ça où j'ai senti qu'ils étaient contents de ce qu'ils avaient obtenu. Malheureusement, que ce n'était pas du tout ce qu'ils pensaient qu'ils allaient obtenir et que ça les ébranlait un peu. Donc ça, c'est les projets que j'essaie d'un peu oublier en me disant, bon, on fera mieux la prochaine fois ou il faut le faire autrement. Les projets avec beaucoup de succès, c'est des gens qui vous disent, on repart pour une année. On repart avec toi et... Donc j'ai en tête un client que je nommerai pas parce que je n'ai pas le droit, mais voilà, ça fera 2 ans qu'on fait une prestation et à chaque fois on termine la réunion et il me dit on adore ce format de réunion avec toi et c'est trop, ça nous plaît, c'est efficace et on aime bien, donc c'est pour ça qu'on continue avec toi. Donc ça fait partie des choses que je garde dans un coin pour les jours où j'aurai pas le moral et où justement j'aurai des clients ou des prospects qui comprennent pas mon métier et je le garde dans une petite boîte et j'ouvre quand j'ai besoin. Ça me donne de peps. Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour les freelances qui sont chez eux, qui sont pas dans un espace de coworking ou dans des bureaux, d'arriver à séparer la vie professionnelle de la vie privée ? Ouais, c'est pas facile. Beaucoup de gens vous diront que c'est important d'avoir une pièce à soi. Une pièce qu'on peut ouvrir et qu'on peut fermer. C'est-à-dire quand on est là-dedans, on est dans son métier, quand on en sort, c'est terminé, la journée est finie, on passe à sa vie perso. Je pense que c'est un bon conseil d'avoir un endroit qui soit matérialisé, où on ne fasse que ça et que ça ne vienne pas empiéter, qu'on n'en vienne pas à détester sa maison, parce qu'il y a aussi le risque quand on travaille chez soi de ne plus pouvoir voir son bureau, sa chambre en peinture. Il y a aussi tout un tas de problématiques réelles de positionnement. J'ai vu beaucoup de freelance, notamment pendant le Covid, travailler sur leur lit, travailler sur un petit bout de table. Et en fait, honnêtement, au bout d'un moment, le corps, il dit qu'il n'en veut pas. Donc il va y avoir des douleurs. Donc voilà, un espace à soi et bien installé. C'est con, hein, mais n'empêche que c'est comme ça que ça fonctionne à mes yeux. Et c'est comme ça qu'on arrive à couper aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.